Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage de l'actualité matos ainsi que nos derniers bons plans. Aujourd'hui, avec François, on va attaquer un sujet assez chaud avec l'Apple Vision Pro et voir si c'est possible de l'utiliser ou en tout cas voir comment on se projette d'un point de vue utilisation dans l'univers de la vidéo. François, comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés quand même, hein, parce qu'on a eu du taf tous les deux. Et je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit en DM, c'est quand le prochain épisode et tout du podcast avec David, tout ça. Bon bah le voilà. Et puis je pense que ça va être aussi. Je sais pas si cet été on va avoir le temps d'en faire d'autres. Mais en tout cas, ça peut être aussi un moyen de finir peut-être la saison en beauté sur un sujet assez intéressant. Et puis voilà quoi, content d'être là, et puis on remettra ça de toute façon après l'été dans tous les cas, ça c'est sûr. Ouais, tout à fait. Alors, avant d'attaquer le sujet du Vision Pro, est-ce que on ne ferait pas justement la petite parenthèse actu matos ? Je sais pas si t'en avais une sous le coude. Ouais, moi j'en avais une sous le coude, et toi, est-ce que t'en as une ? Ouais, j'en ai même deux. Wow. Que j'avais envie de partager parce que il y en a un, c'est juste une info, c'est un bon plan, je pense. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'avais aussi envie de discuter avec toi. Donc allez, je te laisse commencer. Ok. Alors moi c'est une info qui va peut-être pas forcément intéresser beaucoup de monde, mais je trouve que c'est toujours intéressant, tu vois, même quand c'est des constructeurs qui sont pas des constructeurs qui ont pignon sur rue, qui font des trucs intéressants, c'est toujours intéressant d'en parler parce que ça peut arriver après sur d'autres bécanes. Et là notamment c'était aussi pour saluer la réactivité et puis les mises à jour qu'il peut y avoir. Et là en l'occurrence sur la Red Komodo. Il y a eu une mise à jour qui était en bêta depuis un moment, mais qui est sortie officiellement, hasard du calendrier, il y a une quinzaine de jours, pile poil juste avant une presta que je devais faire avec ma Komodo. Donc c'est tombé à point nommé. Et c'est vraiment cool parce qu'il y a des comme ça des mises à jour sur cette caméra qui font que ça fait presque 4 ans qu'elle est sortie, je crois, qui font qu'aujourd'hui elle est encore totalement dans le coup, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres caméras. Cette mise à jour, au-delà de correctifs divers et variés, elle a amené deux trucs que je trouve hyper sympas. Alors le premier qui est directement utilisable, qui moi m'a beaucoup servi sur ma presta, qui est un nouveau format de compression en fait dans le Red Code. Jusqu'à présent on avait du HQ, donc High Quality, MQ, Medium et LQ, donc low, et maintenant on a ELQ, donc c'est extra low ou extra light. Alors okay. Ça reste du RAW 16 bits, donc c'est quand même très 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 cool, hein. C'est pas non plus une vieille compression dégueulasse. Ce qui moi me permet notamment d'avoir sur une carte de 512 Go plus de 2 heures d'enregistrement en 6K 25 fps. Alors ça va faire hurler plein de gens, hein. 512 Go, 2 heures d'enregistrement, ils m'ont dit quoi, c'est tout? Ouais, mais alors pour moi c'est vachement cool quoi, parce que je peux faire une presta entière. Là en l'occurrence c'était un mariage, quasiment sur une carte quoi. Donc ça c'est très très cool. Ça donne encore plus de polyvalence en fait à cette caméra, je trouve, parce qu'elle va nous permettre sur un mariage, clairement ça vaut pas le coup de se mettre en HQ et puis c'est pas intéressant, tu vois. Mais justement ce ELQ est vraiment très bien. Puis pour l'avoir testé en fait, ça répond super bien pour ce que j'en fais moi. Il y a vraiment très très peu de différence avec le LQ que j'ai utilisé avant. Et l'autre nouveauté qu'il y a dedans, et ça je trouve ça très cool, je me dis que ça devrait être présent en fait dans tous les boîtiers, c'est qu'il y a un gyroscope en fait dans la Komodo, chose qu'on savait pas forcément, et que maintenant les données gyroscopiques sont enregistrées, encapsulées en fait directement dans les fichiers RAW. Ce qui fait que la Komodo étant utilisée beaucoup au cinéma sur du drone FPV pour faire des trucs un peu fous, et avec l'utilité première de la Komodo qui était une crash cam en fait tout simplement, ce qui permet de stabiliser en fait de ouf grâce aux données gyroscopiques les plans. Alors aujourd'hui,
Dans des logiciels comme Resolve, on n'a pas encore l'accès à cette stabilisation gyroscopique. Resolve le fait avec Blackmagic, il me semble, avec certaines caméras Blackmagic. Pour l'instant, c'est pas, j'ai testé, il n'y a pas l'option à cocher en fait dans les stabilisations sur Resolve de pouvoir stabiliser avec les données gyroscopiques le RedCode de la Komodo, mais je me doute que ça ne saurait tarder. Et ça, c'est très très bien pour une caméra qui n'a pas de stabilisation interne, qui a que éventuellement de la stabilisation optique. Mais c'est vrai que moi, je me dis que derrière, on pourrait avoir des plans ultra smooth grâce à ça. Donc voilà, c'est de voir en fait ce type de mise à jour sur une caméra qui est sortie il y a quasiment 4 ans, qui fait qu'elle a toujours aujourd'hui un grand intérêt, même s'ils ont sorti la Komodo X, la Raptor, etc. Moi je regrette du coup pas du tout mon achat de l'époque, parce que vraiment trop bien quoi. Enfin, mais avec ces features qui se rajoutent, c'est trop cool. Voilà pour ma news, et du coup je t'écoute pour les tiennes, sauf si tu veux réagir à ce que je disais. Bah écoute, d'un point de vue réaction, non, c'est très bien ce qu'ils font là, surtout qu'en plus, le fonctionnement donc, de la stabilisation sur base des données gyroscopiques, c'est un système qui maintenant, je pense, est quasiment abouti et qui a fait ses preuves chez plein de marques, chez plein de constructeurs, en l'occurrence Blackmagic, en effet. Tu as aussi le même système chez Sony avec le Catalyst Browser de mémoire. Donc c'est un système qui a montré son fonctionnement, et puis c'est un système qui aussi avait débarqué il y a déjà de ça quelques années maintenant avec une société française qui le faisait avec un module externe et qui devait se synchroniser sur base de la sortie mini jack, en tout cas d'une caméra, et ce petit boîtier qu'ils avaient développé il y a quelques années, c'était même utilisé en tout cas à Hollywood sur des caméras type Arri, etc. Ouais. Et donc maintenant c'est vrai qu'on le retrouve en mise à jour sur la RED, donc c'est génial en tout cas ce qu'ils ont fait là. Et comme tu dis, je pense en effet que c'est quelque chose qui devrait être intégré dans la plupart des autres boîtiers, tout comme Sony le fait sur certains de leurs boîtiers, de leurs boîtiers hybrides. Donc de fait, c'est une très bonne chose. Même, tu vois, ça va peut-être même signer peut-être un jour, dans quelques années, la mort des gimbals et autres stabs, parce que c'est vrai que quand tu vois par exemple ce que tu peux faire avec une GoPro aujourd'hui en termes de stabilisation, c'est incroyable ce que tu fais avec les GoPro juste à la main. Donc si ça pouvait arriver sur nos petits hybrides, déjà même sur des trucs comme le S5 II qui sont très très intéressants en termes de stabilisation numérique et optique et tout ça, c'est vraiment très très optimisé. Mais si on pouvait aller encore le cran au-dessus, avoir ce niveau-là, pourquoi pas, tu vois, un traitement en direct des données gyroscopiques avec un processeur un peu burné dans une caméra, tu vois, un traitement en direct des données gyroscopiques qui ferait que on aurait un truc stabilisé, tu vois, directement dans le boîtier, quoi, directement sur le fichier, un truc stabilisé de ouf en sortie de boîtier, ça serait incroyable. De toute façon, c'est là-dessus qu'ils doivent encore évoluer. Il y a plein de choses sur lesquelles ils doivent encore évoluer, et que de toute façon, d'un point de vue communication et promotion de vente, c'est sur des éléments comme ça qu'ils vont encore évoluer. Après il leur faudrait juste, pardon, pour terminer, il leur faudrait quand même des processeurs assez balèzes, parce que quand tu vois quand même maintenant, je pense aussi. C'est un peu la course au codec. Quand tu vois de la 422 10 bits en 4K ou en 6K sur des boîtiers hybrides, si derrière en plus le processeur il doit gérer une stabilisation, c'est pas du tout impossible. C'est vraiment loin d'être improbable. Ça arrivera peut-être dans les années à venir, mais par contre, il va falloir des processeurs un peu burnés. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, je t'écoute pour la suite. Non, tracasse. Moi, il y avait donc, la première, c'est une info que j'ai découvert via la dernière vidéo YouTube de la chaîne Film Riot, qui est une chaîne anglophone à plusieurs millions d'abonnés. Et ils ont fait en fait une vidéo dans laquelle justement, c'est un peu une rétrospective et une déclaration d'amour par rapport à la VHS. Le sujet étant très bien, j'ai cliqué, je trouvais ça génial. Et en fait, le sponsor de leur vidéo, c'est une plateforme musicale, et je savais pas en fait que ça existait. Et c'est une plateforme musicale en fait qui intègre un catalogue complet de véritable musique qu'on entend tous les jours, toi et moi, à la radio, c'est-à-dire du Bruno Mars, du Lady Gaga, enfin tout ce que tu veux, tout un catalogue complet. Alors, il n'y a pas tout forcément, parce que tous ces artistes-là ne libèrent pas forcément leur musique, et ça fonctionne sur un système d'abonnement mensuel. Donc, c'est-à-dire que pour avoir accès à la plateforme, tu vas payer l'équivalent, si je ne me trompe pas, de $20 par mois, et puis après, par musique que tu veux utiliser,
utiliser. Donc en fait, les $20 par mois te donnent juste l'accès au catalogue. Mais si tu veux utiliser une musique du catalogue, tu dois en plus après payer à partir de $8 la musique. Et j'ai trouvé ça génial en fait pour les personnes qui, pour un projet, voulaient utiliser peut-être la dernière musique de Miley Cyrus, ce genre de choses-là. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial de se dire qu'il y a des plateformes en tout cas qui sont présentes et qui existent et qui sont en fait accessibles à toi, enfin à des personnes comme toi et moi. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que je savais pas du tout que ça existait. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. J'ai vu passer, alors c'était pas chez Film Riot, c'était chez, je sais plus chez qui, je crois que c'était chez... Ah, c'était un monteur. Je sais plus lequel, enfin c'était un monteur anglophone et j'ai vu passer ça et je me suis fait d'ailleurs l'impression, je me suis dit tiens il faut que j'aille voir ça et je suis pas allé voir. Tu vois, t'as été plus loin que moi et clairement c'est cool. Alors effectivement c'est un peu plus cher que ce qu'on a l'habitude d'avoir nous avec nos Artlist ou Epidemic et tout ça. Mais effectivement, c'est vrai que... Alors après, à voir par rapport, tu sais, YouTube nous avait fait miroiter un peu à un moment donné le fait qu'on allait pouvoir utiliser... et il n'y a pas trop de nouvelles là-dessus, justement. Ils annonçaient ça en tout début d'année. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les choses aient vraiment bougé en termes de droits. On était censé, en gros, pouvoir utiliser n'importe quelle musique... en payant. En payant, et puis sans risque, en fait... J'ai fait bouger mon micro, pardon, sans risque de se voir striker ou quoi que ce soit. Après, c'est assez rare, les strikes avec des histoires de droits d'auteur, c'est surtout que les vidéos, elles sont démonétisées. C'est ça. Mais bon, écoute, franchement, c'est une bonne initiative. Faut que j'aille faire un tour dessus pour voir, parce que ça, effectivement, ça peut être cool. C'est pas mal. Et la deuxième, sur laquelle en fait je voudrais aussi avoir ton avis. Alors là, moi j'ai pas encore eu l'occasion en fait de l'essayer personnellement parce que il faudrait que je réactive cette partie de ma licence. Ces derniers temps, il y a énormément de vidéos qui tombent en tout cas sur le net, mais plus particulièrement aussi des vidéos de chaînes YouTube très haut de gamme. Donc ce qui veut dire qu'on a bel et bien une application sur le terrain et pas juste une application gadget. En fait, avec le système d'intégration via intelligence artificielle de Photoshop, d'éléments en tout cas dans le cadre d'une photo et donc indirectement dans le cadre aussi d'un plan qui aurait été tourné sur trépied par exemple. Donc je ne sais pas si tu as vu passer ces vidéos dans lesquelles tu as par exemple quelqu'un qui va se filmer face caméra dans une pièce qui est totalement neutre, donc dans lequel tu n'auras pas de tableau peut-être au mur, tu n'auras pas de plantes dans la pièce ou ce genre d'éléments. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement se retirer dans la partie du cadre, il va simplement lui se retirer, donc vu qu'il y aura uniquement lui qui sera en mouvement, la personne face caméra, et puis tout le reste, il va l'amener dans Photoshop et il va commencer à dire, tiens, sur cette partie-là du cadre, tu vas m'imaginer justement un tableau de peinture. Tiens, là dans le coin, tu vas imaginer de rajouter un salon. Tiens, là dans le coin, tu vas imaginer de me mettre une plante. Là, tu vas me mettre une baie vitrée, etc. Et tu te retrouves en fait avec un cadre qui est rempli, qui est habillé et qui honnêtement est un trompe-l'œil de malade et qui va même aller plus loin pour celles et ceux qui font de la fiction. C'est la chaîne YouTube Epic Light Media qui a fait ça. Ils ont même été plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont fait des plans en extérieur, mais donc par exemple tu vois avec une autoroute, donc un plan avec une route et il y a pas de véhicule qui circule, mais par contre tu as une personne qui marche sur cette route-là et ils ont remplacé tout l'arrière-fond via en fait un espèce de mode apocalyptique, tu vois, une ville qui est en débris un peu à la Los Angeles 1997 et t'as un rendu en tout cas qui est hyper bluffant. Et c'est quelque chose honnêtement que je suis vraiment curieux d'utiliser parce que je me dis qu'en effet, si par exemple tu dois faire une face caméra dans une pièce mais qui est dégueulasse, peut-être en fait à l'après que tu sais retrouver quelque chose d'agréable et de peut-être en tout cas bluffer ton client sans pour autant devoir demander trop de temps en post-production. Alors, tu sais que j'ai même pensé à un truc qui pouvait être, tu vas me dire ce que t'en penses, mais sur base de ça, justement, tu vois, de compléter en fait ton cadre, je me suis dit que pour les gens qui font, tu vois, du contenu, qui veulent utiliser leur contenu en horizontal et en vertical. Donc, la plupart du temps, la seule solution si tu veux faire tourner une fois en fait et avoir vertical et horizontal, c'est tu te fais ton cadre horizontal de manière à te laisser la place en vertical. Tu vois, tu te mets des guidelines des guides pour que ton cadre fonctionne aussi en vertical. Mais imagine le truc, tu filmes en vertical en 4K, tu vois.
Tu filmes en vertical, tu mets ça derrière dans ton générateur de fond et tu recrées en fait ce qui manque sur les bords pour faire de l'horizontal. T'as aucune déperdition en qualité et au final t'as fait encore une fois qu'une seule prise. Alors que si tu filmes en horizontal en 4K et que tu veux faire du vertical après derrière, t'es obligé de cropper dedans bien comme il faut, tu vois. Alors que là, en fait, en filmant en vertical et avec une IA, en recréant ce qui manquera sur les côtés, eh ben, t'as aucune déperdition et tu peux, pourquoi pas, tu vois, te faire un fond. Et puis surtout, enfin, c'est un truc, techniquement, en plus, si t'as filmé en vertical, t'as même pas besoin de détourer quoi que ce soit ton perso et tout, puisque tes gestes, ils vont pas déborder ou des choses comme ça, tu vois. Donc, je me dis, ça peut être, tu vois, des applications aussi de cette partie de Photoshop qui peuvent être cool. Ah, ben voilà, d'accord, ok. Dans Epic Light Media, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, en fait, ils ont tourné avec une Pocket 6K par exemple, et ils ont fait des plans intérieurs en vertical. Et donc en fait, ce qui fait que à un moment donné, ils avaient un dézoom, mais qui était monstrueux quoi en fait. Donc c'est un dézoom numérique qui était monstrueux parce que leur plan vertical en effet était en 6K. Ce qui fait que tu avais vraiment le dézoom numérique donc sur le visage du personnage, puis après sur l'ensemble de la pièce, parce qu'en fait ils avaient tapé ça dans une timeline, dans une ligne de montage en 12K. Et donc t'avais un truc qui était monstrueux, mais c'était hyper bluffant. Et ce qui était intéressant, vu que la thématique de la chaîne Epic Light Media, c'est avant tout la lumière, en fait, ils avaient, si tu veux, imaginé au préalable ce qu'ils avaient en tête au niveau de l'habillage, ou en tout cas de l'invention du cadre. Et donc, ce qui fait que ils avaient dit, ok, on va se filmer en vertical dans la pièce, là, et on va imaginer que sur le côté, il y aurait une baie vitrée. Et donc, du coup, ils avaient aménagé leur lumière pour que, justement, ils aient l'équivalent, en tout cas sur le visage, comme s'il y avait bel et bien une baie vitrée. Et donc, en fait, tu vois, ils ont imaginé leur setup lumière par rapport à cette face caméra de façon à le retrouver après en post-production, donc en allant justement avec Photoshop dire tu me mets un arrière-fond de café, tu me mets un arrière-fond de salle de séminaire, enfin ce que tu veux. Ouais. Et c'était juste dingue. Et c'est vrai que quand j'ai vu ces applications-là, je me suis dit waouh quoi. Alors de nouveau après, tu dois toujours avoir ce côté artistique, parce que si t'as pas ce côté artistique, tu peux pas avoir cette vision globale et imaginer dire à Photoshop tiens à tel endroit tu me rajoutes telle ou telle chose. Tu dois toujours garder ta vision artistique, chose que tout le monde n'a pas. Moi par exemple c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément de difficultés, c'est cette vision artistique. Mais c'est dans ta tête. Moi, je sais que tu me dis souvent ça. C'est dans ta tête. Bien sûr que tu l'as. Bien sûr que tu l'as. Mais donc voilà, j'ai été bluffé de ça. Et il y a juste qu'il faut que je réactive ma licence Photoshop, parce que chez Adobe, j'ai juste gardé Lightroom. Mais il faudrait que je réactive ma licence Photoshop pour tester, parce que j'ai trouvé ça juste bluffant. Et je me dis que ça, c'est vraiment un coup qui, tu peux vraiment épater, je pense, un client. Lorsque tu viens lui montrer le plan et qu'il vient à se dire attendez, il n'y avait pas ça dans la pièce, comment vous avez fait? Donc je pense tu vois qu'il y a peut-être un coup à jouer par rapport à ça. Donc voilà. Mais vraiment tu vois, moi je commence à voir un petit peu, je trouve qu'il y a au niveau des intelligences artificielles, je sais pas si toi tu vois passer ça aussi sur Insta et tout, les posts qui te disent ChatGPT c'est bien, mais ces 7 autres intelligences artificielles sont super. Enfin tu vois, t'as des trucs comme ça, ou les prompts pour faire ci machin. Enfin t'as vraiment, moi je trouve que c'est du bullshit à 90% en fait tout ça, parce que au final ça marche dans l'exemple que les gens donnent, mais dans le quotidien en fait t'as pas vraiment une aide fantastique. Mais moi je commence à voir des petits points, tu vois, qui sont intéressants par rapport à tes souhaits, Merci. par rapport à l'IA. Je commence à l'utiliser, alors pas trop des IA génératives d'images encore, parce que je me suis pas trop intéressé au sujet pour l'instant. Mais ChatGPT, tu vois, de plus en plus dans mon workflow, je me suis pris l'abonnement pour avoir accès à GPT-4. Et de plus en plus dans mon workflow, tu vois, je m'en sers pour des petits trucs, tu vois, pour par exemple ma dernière vidéo, je me suis écrit le script et je m'étais dit je l'ai écrit en entier, je vais le faire au prompteur. Et pour faire un bon texte de prompteur, pour moi, il y a un truc qui est indispensable, c'est la ponctuation.
Il faut qu'il y ait les virgules au bon endroit. Il faut que tu vois que vraiment la ponctuation soit bien faite pour que quand tu as le prompteur sous les yeux, quand tu lis, tu sais qu'il y a une virgule. Tu prends ta respiration, tu fais une pause, tu repars après pour que ça reste hyper fluide et puis que t'aies pas, tu vois, à te prendre la tête. Et là, tu vois, je lui ai balancé tout mon script à GPT-4 en lui disant de me faire la ponctuation correctement. Et c'est bluffant en fait. Tu te dis mais putain, la maîtrise en fait langagière de cette intelligence artificielle, elle est ouf. Et derrière, tu vois, je me suis récupéré mon texte, je me suis foutu dans le prompteur, j'avais mes virgules au bon endroit, bon, les points, je les avais mis évidemment, mais tu vois, des retours des retours de paragraphes, des choses comme ça. Et en fait, c'est des petites choses qui simplifient grandement la vie. Et je pense que en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'épisode où on avait parlé d'intelligence artificielle. Mais vraiment, là, on est en train d'avoir des outils, si tu sais bien t'en servir, qui vont nous faire gagner du temps, qui vont pas. On n'est pas dans Terminator là ou dans Matrix avec les intelligences artificielles et compagnie. C'est juste des outils, en fait, des programmes super évolués qui sont dédiés à certaines choses, mais qui font grave le taf. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à Photoshop. Effectivement, ça marchera pas pour tout, mais le fait de maîtriser en fait cet outil, de savoir qu'il existe, de savoir s'en servir, eh bien un jour, tu vois, peut-être t'auras ah putain, si j'avais besoin, je pourrais m'en servir. Tu vois, l'autre jour, c'est pareil, je suis allé chercher chez Adobe Podcast, tu vois, l'audio enhancer là, parce que j'avais un fichier audio qui avait merdé sur une presta. Je l'ai balancé dedans et je savais que j'allais pouvoir le récupérer très correctement et avoir ce qu'il me fallait et ça c'est génial de connaître ces outils. Après il faut pas non plus en faire un truc tout un foin. C'est des nouveaux outils qui sont très performants et qu'il faut connaître et qui peuvent servir à certains moments. Mais tu vas pas faire un film en fait avec l'IA de Photoshop. Non. Bien que, tu verras, je t'ai envoyé ce matin un réel sur Instagram d'une nouvelle application qui va sortir de Adobe qui s'appelle Firefly. J'ai vu ça. Ouais, j'ai pas vu ton mail, mais c'est Firefly, ça a l'air monstrueux. Ça a l'air très monstrueux. Moi, il y a une application dedans qui m'intéresse vraiment. C'est la génération du storyboard sur base de ton script. Ouais. Je suis curieux. Voilà, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Mais par contre, je voudrais rebondir, et avant d'attaquer le sujet principal, je voudrais rebondir par rapport à ta ponctuation dans ton texte avec ChatGPT. Pour l'instant, j'utilise donc la dernière version bêta de DaVinci Resolve et ce matin, on fait déjà ce podcast ici à 9h du matin, mais avant, encore un peu plus tôt, j'étais occupé à monter un contenu court justement pour que je vais balancer sur Insta et TikTok et de nouveau, j'utilise avec la version bêta de DaVinci Resolve la génération automatique de sous-titres. Alors, donc, elle est multilangue à l'heure actuelle, donc tu n'as pas toutes les langues dedans, mais en l'occurrence, tu as le français. J'ai été, de nouveau, ultra, en fait, bluffé de son fonctionnement pour deux raisons. La première, en effet, c'est parce qu'il reconnaît, en fait, la ponctuation dans ma voix et donc l'intègre avec le bon placement de virgule, etc., au bon endroit dans les phrases. Donc ça, c'est la première chose qui m'a bluffé. C'est l'intégration, en tout cas, de façon native de la ponctuation dans le sous-titre, qui est dingue. Et la deuxième chose aussi qui m'a bluffé, et là honnêtement je serais curieux en tout cas de voir comment s'intègre en tout cas cette analyse de sous-titres, donc de voix qu'il y a dans le fichier audio, et à mon avis elle doit d'office fonctionner, je pense, avec une connexion internet, c'est pas possible autrement, parce qu'en fait dedans je parle de choses, donc de séries, donc je mentionne des mots comme Ben Stiller, Jason Momoa, des séries comme Severance, des séries comme Pachinko. Tout ça était juste avec la bonne orthographe et les bonnes majuscules. Et j'ai été bluffé, un truc, mais franchement, quand j'ai vu la génération des sous-titres, j'étais waouh quoi. Quand j'ai vu Jason Momoa orthographié correctement avec les bonnes majuscules, le Ben Stiller orthographié correctement avec les bonnes majuscules, Pachinko, tu vois, c'est un nom de série, le nom est asiatique. Et t'as essayé de le faire hors ligne pour voir si ça fonctionnait ?
J'ai pas essayé, mais je me suis dit en fait après ça, quand je l'ai fait, je me suis dit il faudrait que je teste hors ligne pour voir si ça fonctionne. Je suis curieux de savoir si s'il va chercher sur internet ou mais oui, enfin là il y a de l'intelligence artificielle derrière parce que il faut qu'il capte que ça passait un nom d'une personne qu'il aille à mon avis chercher l'orthographe en ligne tu vois, enfin doit y avoir, à mon avis ça peut être, oui, c'est de l'intelligence artificielle et c'est forcément en ligne. Enfin, et il me l'a fait aussi l'autre jour où je partageais justement une plaque Small Rig et à un moment je dis des batteries de type VLOC. Putain, il m'a orthographié majuscule, tiret, L majuscule, LOCK. Waouh, quoi. Franchement, ouais, je n'en revenais pas. Lumix, il me l'orthographie correctement, il le reconnaît, L majuscule. Enfin, honnêtement, c'est hallucinant ces générations automatiques de sous-titres et moi de nouveau ça me change la vie parce que quand on sait à l'heure actuelle le nombre de clients pour des petits trucs publicitaires qui veulent du sous-titre, waouh, quoi, le gain de temps que ça me fait, c'est hallucinant. Donc voilà, petite info pour celles et ceux qui utilisent Resolve. Tu vois, moi je suis pas encore à me dire que j'ai besoin de switcher sur DaVinci, mais il y a des chances que peut-être, tu vois, à certains moments, tout comme pour certains projets, je m'étais fait un XML pour faire les talos sur DaVinci. Il y aura peut-être des projets où je vais exporter mon fichier final dedans pour faire les sous-titres juste dans Resolve parce que c'est assez incroyable. Je suis pas encore au point de me dire voilà, je bascule tout sur Resolve, même si tu vois c'est la grande mode en ce moment, tout le monde switch sur Resolve et te fait une vidéo YouTube pour expliquer pourquoi il switch sur Resolve. moi je ferai une vidéo, je pense à la rentrée sur pourquoi je ne switch pas sur Resolve et que c'est pas prévu et que je doute que ça arrive, mais non vraiment ce logiciel est ouf. C'est pas que j'ai pas envie d'y aller dessus, mais c'est que vraiment c'est incroyable et je trouve que tu vois pour clôturer un peu sur parce que du coup nos news elles ont pris du temps, mais pour clôturer un peu là-dessus, quasiment une demi-heure là. On vit une époque un peu chiante entre guillemets dans tout ce qui est matériel photo vidéo où tout ce qui sort et à peu près tu vois, enfin ça se vaut, ça se tient, tout il y a pas vraiment de grandes nouveautés. Par contre on vit une époque assez excitante je trouve en termes de soft où on a vraiment des choses qui sont en train de pointer, c'est le début, c'est vraiment le tout début, mais des choses qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Apple, s'ils pouvaient se réveiller dans Final Cut et pouvoir intégrer de l'IA, ça serait super bien. Mais justement, ça nous fait une belle transition en parlant d'Apple, justement. Parlant d'Apple, il y a quelques semaines, mois maintenant, on est un peu à la bourre, mais Apple a fait sa keynote et a annoncé son casque de réalité augmentée, virtuelle, un peu mixte, qu'on attendait depuis très longtemps parce que c'était un truc qui était dans les tuyaux. On entendait parler de ça depuis l'époque où il y avait eu les Google Glass qui étaient sortis, tu vois. Il y avait des news comme quoi Apple préparait son casque de VR et tout, le truc qui ne sortait jamais. Et là, ils l'ont sorti. Ils l'ont annoncé, ça a fait grand bruit parce que sur la keynote, ça avait quand même l'air assez ouf. Maintenant, nous, on s'est posé la question, déjà, est-ce que ça nous a hypé ? Ça, on va pouvoir en discuter. Et dans le cadre de notre job de vidéaste, et qui est sûrement le job de nos auditeurs, puisque c'est un podcast pour les vidéastes, aspirants vidéastes ou vidéastes confirmés, est-ce que ça va nous faire repenser des choses ? Est-ce qu'il va y avoir un espèce de changement radical dans les méthodes de consommation comme il y a pu y avoir pour l'iPhone ou pour l'iPad, où tout le monde disait au départ ça ne marchera jamais, ça ne fonctionnera jamais. L'iPad, c'était, enfin, au début tout le monde disait, mais non, mais moi je m'en souviens, moi j'ai vu le truc, je me suis dit c'est génial. J'étais un peu fanboy à l'époque, mais je me suis dit c'est génial. Mais le nombre de personnes qui disaient ouais, mais ça sert à rien ton truc, et t'as qu'à voir aujourd'hui, en fait les tablettes ça correspond aux usages de 90% de la population. Carrément. Tu vois. Et donc on a cet Apple Vision Pro, donc qui est un casque assez conséquent quand même, hein. C'est pas un petit truc, quoi. C'est pas les Google Glass de l'époque. C'est quand même assez gaillard. Qui n'est pas, enfin, c'est pas de la vraie réalité augmentée parce que on voit pas au travers, même si il donne l'illusion qu'on a les yeux en fait qui passent, puisqu'il y a une caméra à l'intérieur.
mais c'est un total écran en fait qui reprend ce que des caméras en face voient et qui vont venir y superposer en fait des éléments autres, type application, des boutons, des écrans, des machins, pour te donner une espèce de vision en réel en fait d'un espace numérique virtuel. Donc David, toi déjà, moi j'avais envie de savoir, est-ce que ça t'a hypé? Quand t'as vu la présentation par Apple, est-ce que t'as été hypé par cet Apple Vision Pro? Alors moi, ça m'a grave hypé parce que c'est la première fois en 10 ans que je retrouve en tout cas une présentation d'une prouesse technologique qui correspond en fait à la vision du futur que j'avais quand j'étais gosse, tu vois. Donc moi, génération un peu Retour vers le futur 2. On a tous un peu, ceux qui ont grandi avec cette référence-là, on a tous cette vie, enfin, on avait tous en tout cas cette vision, ou en tout cas, je pense qu'on avait tous cette vision du futur, très clairement, c'est-à-dire que les voitures volantes, j'étais persuadé quand j'avais 10 ans que ça allait être présent, tu vois. Donc il y avait des choses, donc c'est... On en est très loin. On en est très loin. Très loin. Et donc, du coup, ici, c'est la première fois qu'on me présente un produit depuis ces 10 dernières années où je retrouve une prouesse technologique qui est à l'ambition, en tout cas, de l'imagination que j'avais en tant que gosse sur des choses que j'aurais pu retrouver ici en 2023. Donc oui, moi, j'ai été réellement hypé. On en discutait, toi et moi, par message durant la keynote. Il y a juste que j'étais complètement dans le faux par rapport à la tarification, alors que toi, tu avais directement vu juste. Donc, où moi, je m'attendais à quelque chose qui ne pouvait pas dépasser, en tout cas, les $2000, parce que j'avais une vision du produit comme étant quelque chose sur lequel il voulait peut-être inonder le marché, chose que ce n'est pas l'intention. Et donc, toi, tu as dit dès le début, ça va coûter entre 4 et 5, et puis à un moment, tu t'es dit, ça va tourner entre 3 et 4, et de fait, on a été à 3005 hors taxe pour le boîtier, où là, la hype est un peu redescendue quand même. Donc, moi, ce qui m'a fait me dire que c'était cette tarification-là, et ce qui est quand même assez bluffant dans l'appareil, c'est que moi, je m'attendais à ce que ce soit, tu vois, un périphérique à connecter à soit un device iOS, soit un macOS, tu vois, mais que ce soit un device un peu comme l'Apple Watch, elle fonctionne avec ton iPhone. Pour moi, c'était pas un truc indépendant. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre, parce qu'ils n'ont pas été très clairs dès le départ avec ça, là-dessus. Mais c'est quand j'ai commencé à comprendre, à me dire, mais attends, c'est un device qui fonctionne indépendamment, qui est autonome. Donc ça veut dire que dedans, il y a toute la machinerie qu'il faut pour faire tourner un truc comme ça. Bon, même si voilà, Apple avec l'architecture ARM maintenant ça devient de la dinguerie en termes de puissance, c'est pas un problème là-dessus, mais bon, t'as toute l'ingénierie derrière pour faire tourner l'OS, puisqu'il a son OS propre. Bon, c'est quand même déjà tu te dis ouais, il y a le device plus tout ce qu'il faut pour le faire tourner. Ouais, ça va pas être donné. Après, apparemment, moi, de ce que j'ai entendu, voilà, c'est un truc vraiment destiné aux développeurs pour initier en fait quelque chose. Et c'est là où moi, en fait, ça me chagrine un petit peu, c'est que tu vois, quand il y a eu l'iPhone ou l'iPad, il y avait une vision derrière, si tu veux. D'ailleurs, l'iPhone, quand il est sorti, au tout début, il n'y avait pas d'App Store. Apple a dit, voilà, on vous présente un truc fini, on sait ce qu'il faut faire avec. Et limite, en fait, c'est ce qui plaisait pas à certains. On t'impose une façon de l'utiliser parce qu'il y a une façon de l'utiliser. Là, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont sorti un truc en se disant, espérons, croisons les doigts pour que, en fait, les développeurs aient des idées de génie pour faire de ce device quelque chose qui pourra rentrer dans le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Parce qu'actuellement, ça, c'est pas le cas, et ils le disent d'ailleurs. Apple Vision Pro, même si le mot pro dans les gammes Apple, il veut plus dire grand chose aujourd'hui, c'est pas destiné au tout public, quoi. C'est vraiment destiné à certaines personnes, et pour moi c'est ça en fait qui a tué un peu la hype pendant la keynote, c'est que en fait je me suis dit ah ouais, en fait c'est un proto, quoi. C'est un proto, c'est un peu, tu vois, enfin, c'est tu comme payes le principe d'être bêta-testeur, hein.
Ouais, moi j'ai trouvé qu'en fait, justement, le fait de pas l'ouvrir au grand public, de tout ça, je me dis, mais est-ce qu'ils sont sûrs de leur coup, en fait, tu vois? J'ai pas eu cette sensation. Alors tu me diras, c'est peut-être l'effet Steve Jobs, tu vois, mais j'ai pas eu Steve Jobs, quand il a présenté l'iPhone et quand il a présenté l'iPod, l'iPad, pardon, ou l'iPod même, hein, le mec était sûr de lui. Il savait que ça allait faire un carton et il te l'a présenté tel quel. Peut-être qu'il n'en était pas sûr, mais en tout cas, la façon dont il te présentait le truc, c'était voilà, c'était le truc ultime. Et moi, je trouve que dans la façon, alors pas dont ça a été présenté, mais dans la façon où c'est marketé aujourd'hui, ben, moi, j'ai pas l'impression, enfin, Apple ne m'a pas donné l'impression de présenter un truc où ils étaient sûrs d'eux, quoi. Tu vois, voilà, on vous fait ça, maintenant vous allez faire des trucs géniaux avec. Oui, mais quoi? Ah bah ça, on sait pas. Niveau vision, tu vois, c'est sans mauvais jeu de mots, niveau vision à long terme, c'est pas ouf. Mais après, du coup, toi, ce qui était intéressant, et c'est ça qui j'aimerais bien que tu développes, parce que toi, tu as vu de suite, en fait, un usage, ou du moins une vision, toi, tu l'as eu, la vision, sur l'utilisation qu'en tant que vidéaste, nous, on pourrait en faire, ou du moins, peut-être, les habitudes de consommation des gens qui pourraient peut-être changer, et ça serait, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mais en fait, c'est quelque chose sur lequel où j'avais déjà eu un peu cette projection et de par justement le fait d'avoir testé et surtout eu en tout cas cette impression dès le début lorsque Canon a sorti, donc il y a maintenant 2 ans, je pense, où ça va faire 2 ans, un objectif VR à 180 degrés, donc un objectif qui intègre 2 lentilles, ce qui permet justement d'avoir un champ de vision à 180 degrés pour justement la captation de vidéos en 180 degrés. Tu as par exemple YouTube qui intègre cette fonctionnalité-là. Maintenant, c'est pas encore abouti. C'est accessible par contre à tous, avec n'importe quel type de casque. Disons que ça permet en tout cas aux personnes qui, par exemple, sont soit avec des mobilités réduites de se projeter dans des endroits où elles ne pourraient pas avoir lieu. Ça permet en tout cas à des personnes qui sont atteintes de certaines phobies de les résoudre. On voit ça énormément en tout cas dans les hôpitaux qui ont justement des endroits qui règlent des phobies, que ce soit lié au vertige, que ce soit lié par exemple aux araignées ou autres, où on va intégrer en fait justement l'AVR pour justement essayer de vaincre ces phobies-là. On va aussi retrouver en tout cas toute cette intégration-là sur tout ce qui est formation en entreprise. Donc par exemple, lorsqu'on veut intégrer une simulation avec éventuellement un accident de travail, donc c'est-à-dire où on va former le personnel à réintégrer en tout cas des environnements et où justement tu vas retrouver un mannequin au sol, mais tu auras le casque en plus sur toi, ce qui va te projeter une certaine vision et te permettre de te mettre un peu en situation concrète. Donc en fait, tu as tout un écosystème avec la VR qui est présent dans le B2B, donc vraiment dans le domaine corporate, le domaine business, ouais, et qui est un domaine qui génère du cash, quoi. Alors tu vois, là je suis totalement d'accord avec toi, mais la question que je me pose moi, c'est ce que tu décris, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui est déjà en place. Qui n'est pas encore abouti. Ouais. Qui n'est pas encore abouti, mais la VR existe depuis un moment. Moi, je me rappelle, il y a 5 ou 6 ans, j'avais acheté un petit casque là où tu mettais ton téléphone dedans et j'avais testé justement les trucs sur YouTube et tout. C'était rigolo, 5 minutes. Et après, au bout d'un moment, plus jamais j'y ai touché, quoi. Moi, j'ai 2 questions du coup là-dessus. C'est est-ce que ça va pas faire comme le cinéma en 3D ? Tu vois, qui était la grande révolution à une époque à laquelle moi j'ai jamais cru, qui me gonflait plus qu'autre chose, à part sur vraiment certains trucs, genre Avatar, etc., qui aujourd'hui, ça disparaît parce que les gens s'en foutent, en fait, ils veulent voir leur film, qu'ils voient en 3D, ils s'en battent les steaks. Donc est-ce que ça va pas faire comme ça ? Est-ce que c'est pas déjà la VR un peu en train de faire comme ça, d'être quelque chose vraiment de niche, hyper spécifique ? Et l'autre question, c'est en quoi le device d'Apple, même s'il a l'air quand même vachement plus abouti que le fait de pouvoir gérer les commandes avec les mains, sans autre device, sans pointeur, sans quoi que ce soit, ça a l'air vraiment très chouette. Mais dans l'usage que les gens vont en faire, parce que c'est quand même un truc, faut le porter le machin, c'est pas discret. Dans l'usage, en quoi ça va se différencier, en quoi ça va apporter quelque chose de plus
que ce qui existe actuellement. C'est un petit peu plus abouti, d'accord, c'est vraiment bien fini, tu vois, enfin vraiment la démo elle était stylée, enfin, et puis tous les gens qui l'ont essayé, ça c'est intéressant parce que t'as des belles démos, mais tous les gens qui ont pu l'essayer justement, qui étaient invités à la keynote et tout, ont dit c'est incroyable, c'est bluffant, c'est vraiment comme dans la présentation. Apple a pas menti, ils ont pas surjoué le truc dans la vidéo de présentation. Les gens qui ont pu l'essayer, qui ont pu le vivre, ont dit c'est un truc de fou. Mais moi j'ai du mal à me projeter, à me dire, tu vois, demain je vais utiliser la fonctionnalité, tu vois, de recopie d'écran de mon Mac pour avoir un big screen avoir mon casque ici et monter mes vidéos comme ça. Franchement, je vois pas pourquoi j'irais me rajouter un device et me compliquer la tâche. Je vois pas oui, ça pourrait me faire un multiscreen et tout, de ouf et tout, mais ouais, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que même si Apple est très fort dans tout ce qui est wearable, comment on appelle ça, computing, tu vois, les watch, les AirPods Pro et Max sont hyper confortables à porter, mais n'empêche que le machin, enfin l'avoir dessus pendant plusieurs heures et tout, pas être super agréable. D'un point de vue confort d'utilisation, ça évidemment c'est encore à voir. Par contre, d'un point de vue, comme tu dis, tu ne devrais pas te compliquer la vie justement pour avoir cet écran supplémentaire, ou en tout cas ce grand écran, cette simulation de grand écran avec le casque. Mais en fait, il ne faut pas non plus négliger un des aspects importants qui est à l'heure actuelle le domaine du travail nomade, qui est quand même assez conséquent. Et c'est vrai que moi, par exemple, fin de l'année passée, je suis quand même parti 2 mois à New York pour un projet, et j'avais avec moi juste mon MacBook Pro, donc mon laptop, et en plus mon iPad Pro, ce qui fait que ça me faisait un deuxième écran déporté. Mais crois-moi que par moment, voilà, je souffrais, une dalle 27 pouces me manquait royalement. Et donc là, c'est vrai que le fait de pouvoir retrouver avec une utilisation nomade un écran qui serait démesuré d'un point de vue taille, je demande vraiment à voir parce que je pense qu'il y a peut-être en tout cas quelque chose à jouer, et surtout le système du travail nomade est assez conséquent à l'heure actuelle. Ça représente quand même un beau pourcentage du marché. Donc en fait, moi ce que je pense par rapport à ce Vision Pro, et tu l'as très bien dit, c'est en effet le système Pro qui à la base est censé s'adresser aux professionnels. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut réellement performer dans le domaine, en tout cas professionnel, mais qui, et comme le fait, on parle ici d'un produit Apple, pourra en fait vraiment vite se dériver vers monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, ils ont pris un excellent exemple, c'est-à-dire que on voit dans les spots publicitaires une personne qui l'utilise dans un avion. Je suis persuadé que quand ça sortira, on va vite se retrouver en effet avec un monsieur tout le monde qui l'utilisera en avion. Et comme tu l'as si bien dit, ils attendent, je pense, de la part justement des développeurs d'imaginer les solutions qui vont vraiment plaire à monsieur tout le monde. Au-delà de simplement le fait de nous sortir un Disney Plus qui sera compatible directement avec le Vision Pro à sa sortie, ils attendent justement aux développeurs de sortir peut-être des choses qui pourront paraître totalement inutiles, mais qui vont quand même plaire à monsieur et madame tout le monde, et ce qui fait qu'au final, ce Vision Pro, malgré en tout cas un budget assez conséquent, ça fera comme tout à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les gens, la moyenne, et c'est triste à dire comme ça, mais se priveront peut-être de quelque chose pour pouvoir se le payer. Donc, je pense en tout cas que c'est pas déconnant si la science-fiction nous a bercé avec un casque comme celui-là. Je veux dire, on l'a vu dernièrement avec Ready Player One. On l'a vu par le passé avec des scènes incroyables justement dans Minority Report. On l'a vu dans des films de science-fiction un peu plus vieux avec Keanu Reeves comme Johnny Mnemonic. Donc, ce casque, en tout cas, il nous est projeté, il nous est vendu depuis les années 80. Voilà, depuis les années 80, ce casque, il nous est vendu. Donc, je pense sincèrement, en tout cas, que ça peut performer. La gamme Pro, de toute façon, comme tu dis, elle s'adresse plus vraiment aux pros parce que n'importe quelle personne va s'acheter un iPhone 14 Pro parce qu'il veut absolument avoir le Pro alors qu'il va pas utiliser les fonctionnalités qui sont dedans. Donc il y a cette dérive qui est présente et je me dis que comme c'est Apple, ça peut réellement, en tout cas, fonctionner. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se posent comme question à l'heure actuelle, c'est-à-dire que est-ce que nous, en tant que vidéastes, on pourrait pas estimer que voilà, c'est peut-être pas déconnant
de peut-être commencer à se former ou en tout cas en apprendre un peu plus sur le fonctionnement en tout cas d'une vidéo, de la captation d'une vidéo en VR, parce que peut-être qu'il risque d'y avoir des demandes c'est dès l'année prochaine, je pense que le Vision Pro sort, hein. Je pense que c'est dès le milieu de l'année prochaine. Annoncé. Ouais, mais 2024. Alors c'est rigolo parce que on a tendance à oublier quand même que avant le retour de Steve Jobs chez Apple, c'est quand même fait virer de sa propre boîte, ce qui est quand même assez incroyable. Et Apple a été dans une merde noire en fait. Avant, elle était à deux doigts de couler et a fait échec sur échec. Et c'est vrai que après l'arrivée de Steve Jobs, il y a eu très peu d'échecs commerciaux dans tous les produits qui ont été... Le retour de Steve Jobs, il y a eu d'échecs commerciaux. Le seul gros échec, moi, dont j'ai un peu souvenir, c'est leur ancêtre de Dropbox, là, et de Google Drive, qui s'appelait MobileMe. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens pas de MobileMe. Enfin, moi j'ai toujours mon adresse @me.com, tu vois. Mais MobileMe, en fait, c'était. Moi je l'avais, tu vois, c'était un espèce de Google Drive de, je crois, c'était 2 gigas ou 5 gigas, qui fonctionnait pas hyper bien. La synchro était pas. Tu vois, enfin, Dropbox faisait beaucoup mieux. Enfin, c'est un truc qu'ils ont vite abandonné. D'ailleurs, ça a existé pendant quelques années, puis ils ont abandonné le truc, ça n'existait plus parce qu'en fait, les gens, voilà, se sont pas. Ça a pas fonctionné. Ça a pas du tout fonctionné. C'est le seul échec dont moi je me souviens. Mais c'est vrai qu'on en parle très très peu. Et puis évidemment, Apple va pas s'amuser à parler des trucs qui ont raté. Moi, je me dis, et je peux totalement me tromper, mais moi, avec le Vision Pro, sinon, il y a eu un autre échec, pardon, c'était le chargeur. Tu sais, à induction, qui pouvait charger tes AirPods, ta Watch et ton iPhone, qu'ils avaient annoncé. Et qui n'est jamais sorti, qui n'ont jamais réussi. C'est possible, ouais. Tu vois, dans une keynote, ils avaient annoncé ce produit-là disponible bientôt, et en fait, ils n'ont jamais réussi à le faire, et il n'est jamais sorti. Ce produit, ils l'ont annoncé, c'est jamais sorti. Moi, je peux totalement me tromper, mais pour moi, en fait, le Vision Pro, tel qu'il est là, ça pourrait être le premier gros échec d'Apple depuis le retour de l'ère Steve Jobs, et qui n'est plus là d'ailleurs. Et ça, pour moi, ça pourrait être ça parce que tu vois, tu parlais de Minority Report tout à l'heure et de Ready Player One. Minority Report, si tu te rappelles, alors on est dans la fiction, hein, mais il a, si je me souviens bien, des gants. Qui servent de pointeur et des espèces de lunettes qui ressemblent à des lunettes de vue translucides qui permettent de capter où va son regard, et après tout le reste c'est holographique. En fait il peut interagir naturellement dans son environnement. C'est quelque chose d'assez simple en fait au final, cette technologie fictive, hein, mais qui est assez simple. Tu touches, tu vois, les machins s'affichent devant toi, c'est nickel. Là pour moi on a quand même une étape d'un produit qui est, je te dis encore une fois, assez conséquent, donc tu vois pas au travers, même si ça te renvoie à l'image apparemment très fidèlement et tout, avec une caméra sans latence et tout ça. Pour moi, en fait, ils ont raté une étape de simplicité, parce que c'est aussi cette philosophie d'Apple de faire des produits qui sont hyper faciles à utiliser. Choses qui sont un petit peu en train de perdre de vue, j'ai l'impression. Pour te donner un exemple tout bête, j'ai commandé un Mac Studio M2 Max que j'ai reçu la semaine dernière. Tu vas parler de ton clavier. Exactement. Et donc je démarre la bête. Alors faut savoir que j'ai un clavier Logitech, le même que le tien, tu vois, et une souris Logitech qui sont très très bien. Et je n'ai pas de clavier Apple ou de souris Apple. Enfin, je n'ai plus, j'en avais, mais je les ai plus. Et écoute, tiens-toi bien, si tu n'as pas un clavier filaire qui traîne quelque part, un clavier USB, tu peux pas, quoi. Enfin, alors toi, mais c'est fou parce que moi, ça a fonctionné. Parce que toi, tu utilises le dongle, toi, je pense, non? Même pas. Et c'est vrai, écoute, même pas. Moi, je suis allé voir. Moi, il l'a pas reconnu, et je suis allé voir plein de forums et tout machin. Les mecs galéraient pareil, donc je suis allé chercher dans un grenier un vieux clavier, une vieille souris filaire qui datait de 20 ans et tout, pour faire mon démarrage. Mais au-delà de ça, comme c'était par exemple, tu vois, c'était pas un clavier, c'était un clavier Windows. Donc au niveau des touches, tu vois, tu avais des touches qui correspondaient pas. Donc j'ai vraiment galéré. J'ai passé peut-être 1 heure à faire le setup de mon Mac.
sans pouvoir avoir toutes les fonctionnalités. J'ai dû me connecter après coup à mon compte iCloud avec du coup mon clavier sans fil Mac. Enfin bref, j'ai passé beaucoup de temps et j'ai un souvenir quand même d'avoir eu plein de Mac et tout ça et d'avoir fait mon démarrage et mon setup en quelques minutes et juste à avoir à attendre que les données reviennent du cloud et c'était fini. Et je trouve que cette notion de simplicité, elle se perd un peu et que pour moi l'Apple Vision Pro il souffre de ça. Ou alors c'est parce que je deviens vieux et que je m'adapte moins bien, j'en sais rien, hein, mais je trouve que Apple est en train de perdre en simplicité, alors que ils ont tout pour, tu vois, depuis l'architecture ARM, moi je suis hyper fan de ces trucs-là, et les Mac ils n'ont jamais été aussi cool à utiliser. Mais je pense que, tu vois, c'est des trucs que Steve Jobs n'aurait jamais laissé passer. Il aurait dit, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop chiant, tu vois. C'était totalement le style du gars à dire, faites plus simple, et être un gros connard et un gros tyran avec ses équipes. Ça, voilà, j'encense pas le type, mais en tout cas, je pense que c'est des trucs qu'il aurait pas laissé passer. Et je suis pas certain, même sans faire mon vieux nostalgique à 2 balles, je suis pas certain que il aurait laissé sortir ce Apple Vision Pro, parce que pour moi, c'est pas un truc encore. L'idée, elle est pas assez aboutie. Et même si c'est sûr que, comme tu le dis, c'est quand même vachement plus abouti que tout ce qui existe actuellement. Voilà mon sentiment sur ce truc-là. Et je me vois pas l'utiliser, si ce n'est voilà, pour avoir effectivement, comme tu dis, un écran gigantesque devant les yeux n'importe où, tu vois. Question supplémentaire. Est-ce que tu ne te vois pas l'utiliser tout court, ou est-ce que tu ne te vois pas l'utiliser, mais tu vas quand même prendre rendez-vous pour aller l'essayer? Ah, par curiosité, oui, je vais essayer. Je dis même, ça se trouve, tu vois, si j'ai un surplus de trésor, peut-être même que j'en achèterai un, tu vois. Mais je suis pas. Mais ce sera par curiosité, tu vois. Acheter et puis le renvoyer sur le délai, tu vois, que tu as de rétractation sous 15 jours, tout, tu peux faire ça. C'est ce que j'avais prévu de faire pour le Mac Mini, d'ailleurs, le Mac Mini M1 que j'avais commandé juste pour pouvoir le tester, pour voir ce que ça faisait. Et puis au final, je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça incroyable. Et ça se trouve, ça va me faire pareil, tu vois. Je suis pas fermé, tu vois. J'ai mes idées préconçues, mais si j'ai tort, je l'admettrai, tu vois. Et je prends, je m'engage auprès des auditeurs à faire mon mea culpa si jamais je l'essaye et que je dis qu'en fait c'est une tuerie. Mais là aujourd'hui, de ce que j'en ai vu, je trouve que c'est se compliquer la vie pour rien, quoi. C'est rajouter un truc. Ça me fait un peu comme, tu vois, comme Final Cut pour iPad, où je me dis mais quel intérêt. Le produit pour moi n'a pas de sens tel qu'il est, tu vois. Donc je vois pas à qui ça s'adresse en fait. Je pense qu'il y a plein de solutions, soit moins chères, soit plus ergonomiques, soit plus simples. Ça complexifie en fait les choses inutilement en fait. Ok. Ben, c'est intéressant en tout cas de voir un peu le fonctionnement de la chose. Ce qui est certain maintenant, c'est de voir en effet, c'est surtout en fait, je pense, le volume de vente. Je crois que même que le premier trimestre qui suivra en tout cas sa sortie sera déjà, je pense, je vais pas dire décisif, mais en tout cas représentera peut-être en tout cas une vision sur le futur de son utilisation, et surtout vraiment de comment nous, en tant que vidéastes, on va pouvoir éventuellement interagir avec ça. Je pense en tout cas que les personnes qui auront les compétences là-dedans, je pense que c'est un secteur qui, sur les 3 ou 4 premières années, je pense que c'est un secteur en tout cas qui sera bien valorisé au niveau de la rémunération financière. Je pense que c'est vraiment un secteur où dès que tu tomberas dans la création de contenu pour justement Vision Pro ou autre, je pense à mon avis en tout cas que ça représentera une belle manne financière, et donc par défaut que tu as un enjeu en tout cas au moins t'y intéresser. Voilà, si pas apprécier, au moins t'y intéresser et voir éventuellement comment ça fonctionne. Il y a peut-être effectivement un coup à jouer justement sur le fait, comme tu dis, que c'est un truc qui va être poussé. Ça, c'est sûr que Apple ils vont mettre le paquet pour faire la promotion en fait de ce produit-là, et que le contenu effectivement qui sera créé pour ce type de device sera mis en avant. Donc effectivement, il y a peut-être un coup à jouer. Maintenant, est-ce que ce contenu-là va être très différent du contenu VR? Pour nous, du moins.
je vois pas trop en quoi en fait il pourrait être très différent, si ce n'est, tu vois, aucune idée non plus. Ouais. Ça sera du contenu VR, effectivement, avec, comme tu dis, c'est vrai que Canon, ils avaient fait un truc cool avec cet objectif-là, comme ça. Peut-être que, voilà, ça vaut le coup, tu vois, d'investir dans ce type d'objectif-là, pour la suite, et de pouvoir dire, voilà, compatible Vision Pro, pour peut-être un effet de buzz sans connotation négative, tu vois. De dire, voilà, je fais du contenu compatible Vision Pro. Le problème qui se pose, c'est que si tu fais du contenu spécifique VR pour ce truc-là, eh ben, il est très peu utilisable sur un usage standard. Et ça, alors que l'usage standard, le fait, si tu fais des vidéos classiques, eh ben, il marchera très bien avec l'Apple Vision Pro, puisque tu pourras te projeter en fait ton écran, ta vidéo en grandeur nature ou encore plus grand. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il y aura un contenu spécifique? Mais là encore, ça va dépendre, je pense, des développeurs. De ce qu'ils proposeront en fait, et encore une fois, c'est là où je trouve où Apple a merdé, c'est qu'Apple aurait dû imposer une vision, quoi, sur ce truc-là, et amener déjà des éléments en fait, autre que le fait de je mets un écran ici, j'interagis avec mes doigts, tu vois, il y a pas grand chose au final dans les usages où on s'est dit voilà, ça va révolutionner le truc. Encore une fois, tu vois, pour faire le parallèle avec l'iPad, on parle quand même d'une époque où les ordi étaient quand même assez gros, assez lourds, et où tu te disais, tiens, quand l'iPad est sorti, je dis, oh là là, tu pourrais en fait ne bosser qu'avec ça serait ouf. Moi, à l'époque, tu vois, c'est quand j'étais instit, et il y a eu une période où je ne bossais qu'avec mon iPad. J'avais plus besoin d'ordi, et j'étais le roi du monde, quoi. De nouveau, dans le principe, ils n'ont rien inventé. Le principe de la tablette est aussi quelque chose qui nous est vendu dans le domaine de la science-fiction depuis bien longtemps. C'est vrai. Donc là, de nouveau, ils nous ont pas, ils ont rien fait de plus que de reprendre quelque chose qui était, enfin, de mettre de façon physique quelque chose qui nous est vendu depuis des années dans l'univers de la science-fiction. Donc c'est certain que l'iPad et ça devait, entre guillemets, t'avais même une projection, une vision de quasiment remplacer tout simplement le magazine via l'iPad. Donc moi je me souviens lors de la sortie de la première génération de l'iPad, tu avais le magazine de sport qui était Sport Illustrated aux États-Unis, qui justement faisait des éditions spéciales pour l'iPad avec des petites animations dedans, etc. Vraiment avec une vision que tu pouvais retrouver dans le domaine de la fiction et qui était assez dingue. Bon, malheureusement, ça n'a pas été poussé beaucoup plus loin, ce principe-là. Mais en attendant, oui, tu avais cette vision qui était derrière. Donc, et voilà, savoir comment on va l'utiliser, savoir exactement si ça va percer sur ce Vision Pro, on ne sait pas. Mais je pense en tout cas qu'il y a un enjeu, nous, en tant que vidéastes, à envisager, sur lequel on doit se renseigner, sur lequel on doit rester en tout cas informé. Et je pense en effet que la meilleure chose, en tout cas, qui sera à faire, nous, en tant que vidéastes, et évidemment, si on est un utilisateur Apple, je pense que c'est ne fût-ce que de l'essayer. Voilà, de prendre rendez-vous, je pense, dans une boutique et de l'essayer et de voir si ça peut soit nous aider, nous, en tant que vidéastes, pour la création de notre contenu, nous faciliter, ou alors juste avoir un déclic en se disant « Putain, mais d'office, ça va prendre, il faut que je sois sur la touche, il faut que je sache comment créer du contenu par rapport à ça. » Et voilà, je pense en effet que la chose la plus logique, en tout cas, c'est d'essayer pour se faire sa petite idée. Donc, je pense que... Et du coup, j'ai envie de dire, ça ouvre une question, mais à laquelle on répondra pas dans ce podcast parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Mais vu le format en fait que ça propose, ce Apple Vision Pro, est-ce que ce serait pas la mort du contenu vertical avec l'avènement. On se l'est dit, Est-ce que ça va pas finalement revenir à un contenu, alors peut-être même pas horizontal, un contenu global, tu vois, c'est ça. Qui serait, voilà. Donc ça serait intéressant. D'ailleurs, les gens peuvent nous laisser leur avis en commentaire sur YouTube.
pour ceux qui regardent le podcast, pour ceux qui écoutent, je crois pas qu'il y ait d'espace commentaire quand même, si non, pas sur les... Dans le podcast, non, mais sur YouTube ou autre, Ouais. là, vous nous laissez un petit commentaire ou même un MP. Mais on se l'était échangé par message durant la keynote. Hein, Ouais. peut-être enfin, alors, même si toi et moi on produit du contenu vertical, que ce soit pour nos réseaux ou pour le réseau de nos clients, c'est pas forcément, on le fait. On le fait normalement, mais c'est pas en tout cas la chose sur laquelle on prend le plus de plaisir forcément. Le contenu vertical est juste un besoin et on répond à ce besoin-là. Mais en effet, on s'était dit que le Vision Pro pouvait éventuellement signer l'arrêt du contenu vertical, ce qui ne serait pas une mauvaise chose en soi. Voilà. Ça serait pas pour nous déplaire. Voilà, ça serait pas pour nous déplaire. Ça serait pas pour nous déplaire. Bon, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, du sujet. On s'était dit, on fera un podcast qui durera 15-20 minutes et je regarde le timer, on arrive sur l'heure. Voilà. Donc, je crois qu'on est bien. Je sais pas si tu avais encore quelque chose que tu voulais rajouter. Non, celui-ci. je pense qu'on a bien défouraillé le sujet. Hâte de voir en fait ce que ça donnera en vrai, hein, parce que là c'est que des conjectures et des suppositions, quoi. Hein. Ça se trouve on est complètement à côté de la plaque ou on a raison. On pourra le savoir que l'avenir nous le dira. En fait, on le saura dans l'avenir. Et voilà. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette heure avec toi, mon cher David. Allez, avec plaisir, François. Les amis, n'oubliez pas le petit commentaire, le partage, vous faites ce que vous voulez, mais un petit soutien en tout cas, le petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube, la petite cotation étoilée sur votre application de podcast. Ça nous fait énormément plaisir. Et puis, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Split Screen. À la prochaine. Salut!